Bonjour à tous, je sors enfin la vidéo pour ceux qui ont attendu. J'ai pris mon temps car c'est un sujet très important et très déterminant pour l'histoire de l'ouest du Sahel, de l'Afrique de manière générale et de l'Europe, donc ça a demandé beaucoup de rigueur, beaucoup de recherche. Avant de me lancer dans le sujet très concrètement, je vais aborder deux points qui sont très importants, le Sahara et l'évolution du concept de l'utilisation du mot noir. Donc tout d'abord, le Sahara n'a pas toujours été le désert que l'on connaît aujourd'hui. Il y a 8000 ans, il était constitué de lacs et de forêts, il y avait des animaux, des peuples de chasseurs-cueilleurs qui allaient en chasse d'est en ouest ou d'ouest en est, il y avait des agriculteurs qui cultivaient des céréales comme le sorgho, le mil et le fonio, il y avait aussi des pasteurs bovidiens que l'on peut voir sur les peintures rupestres partout dans le Sahara. Puis, petit à petit, le Sahara a commencé à se dessécher. Donc les peuples y vivants ont commencé à migrer pour certains vers le nord de l'Afrique et d'autres vers le sud du Sahara. Donc pour l'historienne Malika Achid, spécialiste du monde berbère, certains peuples que l'on retrouve aujourd'hui surtout dans la bande sahélienne, comme les Peuls, les Touaregs, les Bambara, les Dogons, les Soninké, les Éthiopiens, bien qu'étant différents, sont tous nés de la même matrice préhistorique relevant de la civilisation bovidienne saharienne. Le Sahara est devenu un véritable désert à partir de l'an 400 avant Jésus-Christ. Et c'est environ à cette période que, selon certains spécialistes, les Romains ont introduit le chameau en Afrique du Nord, qui deviendra l'animal par excellence des Sahariens nomades. Donc, juste pour préciser, avant l'arrivée des chameaux, il y avait déjà des chevaux qui servaient aussi comme mode de transport. On peut le voir à travers les conducteurs de chars sur les peintures rupestres. Tout cela pour dire que le Sahara a toujours été un lieu d'interaction entre différents peuples avec plus ou moins d'intensité selon la période, mais il n'a jamais constitué une barrière ou une frontière entre l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, l'Afrique blanche ou l'Afrique noire. Là, j'en profite pour faire la transition vers le second point concernant le mot noir. Il faut savoir que les concepts d'Afrique du Nord ou blanche d'un côté ou d'Afrique subsaharienne ou noire de l'autre côté sont assez récents. Beaucoup d'historiens n'aiment pas employer ces termes car ils ne sont pas pertinents historiquement et il est vrai que lorsque l'on va aborder l'histoire du Sahel de manière générale, ces termes sont biaisés. Aujourd'hui, lorsqu'on utilise le mot noir pour décrire une personne, on fait souvent référence à une personne d'origine subsaharienne ou afrodescendante, alors que dans les anciens écrits, lorsque l'on décrivait une personne à peau noire, il pouvait aussi bien s'agir de personnes ayant des origines non subsahariennes que des personnes ayant des origines subsahariennes, et ça c'est important de comprendre. Je vais prendre par exemple une personne d'origine sri-lankaise à la peau foncée. Dans les anciens textes, cette personne aurait été décrite comme étant une personne noire, sans pour autant avoir des origines subsahariennes, alors qu'aujourd'hui, on n'emploiera pas le mot noir pour la décrire, mais plutôt le mot brun ou brun foncé. C'est important de bien comprendre l'évolution des choix des mots qui changent selon les périodes et les peuples. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de débats pour dire qu'un tel était noir, non, lui, il était blanc. On a l'exemple de certains anthropologues qui, pour décrire un peuple vivant au nord du Sahara central, ayant la peau noire, mais pas les caractéristiques typiquement négroïdes. J'utilise ce mot par défaut. Si quelqu'un trouve un terme qui est plus adapté, il peut l'écrire dans les commentaires. Diront que ces peuples-là, ce sont des blancs à la peau noire. Vous voyez jusqu'où on peut aller. Ça, c'est vraiment des choses que l'on voit aujourd'hui. Avant, ils seraient tout simplement décrits comme des personnes noires. Enfin, la différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas d'identité liée juste à la couleur de peau. C'est un phénomène récent lié notamment à la traite négrière et aux États-Unis où effectivement être noir là-bas, c'est une identité car il y a une culture derrière ce mot. Il y a toute une histoire. Ce qui n'est pas forcément le cas en Afrique. L'Afrique est un continent à peuples divers culturellement et même génétiquement. Les personnes s'identifient avec leur ethnie, comme les Gaulois et les Romains à l'époque, qui, bien qu'étant tous blancs, sont des peuples différents et personne ne va faire des débats là-dessus. Alors c'est un thème sur lequel il y a beaucoup de choses à dire,
mais je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo podcast, mais il est important de bien saisir cet élément pour comprendre l'histoire des Almoravides et les peuples qui lui sont liés. Je vais poursuivre en parlant des peuples berbères, puisqu'une partie d'entre eux constitue les éléments essentiels des Almoravides. Certains préféreront utiliser le mot Amazigh, ce qui n'est pas évident en abordant ça parce qu'il n'y a pas de consensus sur l'origine des peuples berbères. Certains les font venir d'Orient, d'autres disent qu'ils ont toujours été en Afrique du Nord, et d'autres les font venir de la Corne de l'Afrique. Ibn Khaldoun, un célèbre historien géographe d'origine maghrébine du XIVe siècle, qui lorsqu'il parle des peuples berbères, il n'utilise pas le mot berbère ou amazigh, mais il utilise les noms de leurs tribus qui équivalent à des peuples, comme les Sanhaja Masmouda, et leurs sous-tribus comme les Lemtouna ou les Magraoua. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on parle de berbère ou amazigh, il ne s'agit pas d'un peuple. Il s'agit de plusieurs peuples ayant des coutumes, des traditions différentes. Certains sont sédentaires et agriculteurs, d'autres semi-nomades, d'autres des nomades des montagnes ou nomades du désert. En prenant par exemple le peuple Sanhaja, dont le nom est la forme arabisée du mot Zenega ou Iznagem, Ibn Khaldoun l'a divisé en deux. Donc il y a le premier qui est le groupe Sanhaja de première génération, ce sont des sédentaires et ils sont eux-mêmes divisés en sous-groupes. Et il y a le deuxième groupe, les Sanhaja de seconde génération, et ce sont des nomades du désert, eux-mêmes divisés en plusieurs sous-groupes. Ils ne sont jamais confondus les uns avec les autres. Dans notre époque contemporaine, il y a l'exemple des Kabyles et des Touaregs qui sont des peuples berbères. Les Touaregs ont une organisation sociale matrilinéaire alors que les Kabyles sont de tradition patrilinéaire. Au niveau linguistique, bien que leurs langues respectives appartiennent toutes les deux au groupe de langues berbères dans l'ensemble chamito-sémitique, donc elles ont des caractéristiques communes, mais elles ne sont pas mutuellement intelligibles, tout comme les langues espagnoles et françaises qui appartiennent toutes les deux aux langues romanes, mais qui ne sont pas mutuellement intelligibles. Les Touaregs ont un mode de vie de nomade, ils sont connus pour porter le litam, c'est le voile qui couvre leur visage, alors que les Kabyles sont des sédentaires. Il y a aussi des différences physiques qui ne s'expliquent pas forcément par l'esclavage, comme le diront certains. L'historienne Malika Achid affirme que les anthropologues sont unanimes à reconnaître que les populations berbères actuelles n'offrent pas une spécificité physique pouvant renvoyer à un type anthropologique berbère unique. Le stéréotype racial doit être écarté. Dans les anciens écrits datant d'avant le XIVe siècle, certains peuples berbères sont décrits comme ayant une peau blanche, d'autres une peau noire, d'autres entre les deux. Je vais vous mettre, pour ceux qui regardent la vidéo podcast sur YouTube, quelques images des différents types berbères qui existaient aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui. L'exemple des Touaregs et des Kabyles permet de mieux illustrer le monde pluriel berbère à l'époque des Almoravides. Donc, juste avant la naissance du mouvement des Almoravides au XIe siècle, des Arabes, des Juifs, des peuples berbères et des peuples noirs sahéliens de l'ouest de l'Afrique étaient répartis entre ce qui est aujourd'hui le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Les Noirs sahéliens, qui étaient appelés aussi Soudanais, d'ailleurs, le Mali s'appelait Soudan occidental avant la colonisation. C'est le premier président du Mali, Modibo Keïta, qui a changé le nom en l'appelant Mali en hommage à l'ancien empire du Mali. Donc, toute la bande sahélienne était appelée Bilad al-Soudan par les Arabes. Donc,
Les Noirs sahéliens constituent les peuples noirs qu'on retrouve aujourd'hui surtout dans l'ouest du Sahel, donc la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, le Mali et le Niger, et ils se retrouvent aussi dans d'autres pays. Il s'agit essentiellement des peuples Peul, Soninké, Mandingue, Serer, Wolof, Songhai, Bambara. Donc, la majorité des ancêtres de ces peuples étaient à l'époque des Almoravides bien plus au nord que les descendants le sont aujourd'hui. Comme je l'ai dit plus tôt, les événements humains, les sécheresses ont poussé certains peuples à se dépasser au nord et d'autres au sud. L'historien Henri Lod, spécialiste du Sahara, affirme que des communautés noires sédentaires isolées vivaient dans le centre du Sahara il y a plus de 2000 ans et aujourd'hui plus que dans des oasis. Les sites néolithiques présents sont attribués à une population nomade du pays des Gangara, qui est probablement les ancêtres des Soninké. Ce sont aussi les ancêtres des Soninké qui ont fondé la ville connue de Chinguitti, qui est située au nord de la Mauritanie. Un dialecte de langue soninké, l'Azer, était encore parlé au XXe siècle dans plusieurs villes du nord de la Mauritanie, principalement par des Noirs rahatines. Aujourd'hui, on retrouve les Soninké bien plus au sud. Une sécheresse de l'année 1970 a provoqué 200 000 morts et a poussé certains émigrés dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et aussi en France. Cette vague de migration est connue pour cela. De retour dans le monde berbéro-sahélien, il est nécessaire de parler de géographie et de royaumes constituant ce monde pour comprendre le contexte dans lequel le mouvement des Almoravides est né. Je vais commencer par le Maroc et l'ouest de l'Algérie en descendant jusqu'au Sénégal et au Mali au sud. Dans l'extrême nord-ouest de l'Afrique, dans ce qui est aujourd'hui le Maroc, se trouvait le puissant royaume des Bergwata, fondé par Salih Ben Tarif au 8e siècle et qui a duré 4 siècles. D'après Ibn Khaldoun, les Bergwata appartiennent au peuple berbère Masmouda, qui sont des sédentaires et agriculteurs. Les Bergwata, bien qu'étant musulmans, ont fondé leur propre courant religieux, considérés par certains comme hérétiques. Ils avaient par exemple rédigé leur propre Coran, modifié le nombre de prières par jour. On passe à un autre peuple berbère que sont les Maghrawa, appartenant aux Zénètes, qui sont un peuple de semi-nomades du Maghreb central. Ils possédaient plusieurs royaumes et principautés dont Tlemcen en Algérie, Fès et Agmad au Maroc et ce qui va le plus nous intéresser, l'émirat de Sidi Massa, situé aux portes du désert dans le sud-est du Maroc. Donc, cet émirat aurait été fondé au 8e siècle par les Beni Medrar, dit aussi Beni Wassoul du groupe Zénète, dont un de leurs dirigeants était Aïssa Ben Yazid El Aswad, qui veut dire le noir. Selon certains, son père était un berbère zénète et une mère noire d'origine subsaharienne, et d'autres en font un noir saharien non berbère, puisque cette cité était peuplée de beaucoup de noirs sahariens, comme l'est toujours le sud du Maroc aujourd'hui. Cette cité à cette époque était très prospère et un pôle stratégique important basé sur un commerce transsaharien de l'or, du sel, qui était une denrée très rare dans le sud, des produits arabes à travers une route commerciale la reliant au royaume du Ghana au sud. Donc je précise que le Ghana actuel n'a rien à voir avec l'ancien royaume qui était lui situé au sud de la Mauritanie, au Sénégal et au Mali. Le premier président du Ghana actuel, Paul Nkrumah, avait juste récupéré le nom en hommage à l'ancien royaume qui devint un des plus grands empires de l'Afrique. Cette route commerciale était dominée par les grands nomades du désert que sont les Messoufas, qui servaient de guides pour les caravaniers. Ils occupaient principalement le Sahara occidental, appelé aussi Sahara marocain par d'autres, et ils occupaient aussi le nord de la Mauritanie, dont ils étaient les maîtres. Ils avaient leur propre organisation, leur propre roi, ils ne dépendaient d'aucun émirat ou royaume. Plus au centre de la Mauritanie se trouvait la seconde tribu des nomades du désert que sont les Lemtouna. Ils étaient à la tête du royaume d'Aoudagos, dans laquelle vivent aussi bien des Sanhaja, groupes qui les appartiennent, que des Soudanais ou Sahéliens. Ce royaume passa sous la domination des Soninké, du royaume du Ghana, formant ainsi un grand empire. La troisième grande tribu du désert, les Djoudala ou Godala, vivait à l'ouest des Lemtouna, c'est-à-dire au sud-ouest de la Mauritanie et au nord-ouest du Sénégal.
Le nom Sénégal d'ailleurs, contrairement à beaucoup de légendes, vient du mot Zénéga qui est la forme berbère du mot Sanhaja. L'administration coloniale, et ceci est confirmé dans les écrits de l'ancien général Faidherbe de l'Afrique occidentale française, et par le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, que le pays a été nommé d'après le peuple Sanhaja. Pour revenir au Djoudala, il contrôlait les mines de sel de la ville d'Ol-Lil, dans l'extrême sud-ouest de l'actuelle Mauritanie. Tous ces grands nomades du désert étaient appelés les Sanhaja al-Moulatoun, qui signifie les voilés. Comme ils se couvraient le visage, ils ne labouraient pas la terre, ils étaient de tradition matrilinéaire, un peu à la manière des Touaregs aujourd'hui. Enfin, arrivé au sud du Sahara, où se trouve le grand empire du Ghana, appelé aussi Ouagadou, qui a été fondé par le clan des Cissé du peuple soninké. Cet empire est aussi bien peuplé des nomades du désert que des Noirs sahéliens, était l'empire le plus riche connu à cette époque. Ibn Hawqal, un géographe et chroniqueur arabe, déclare « Ghana est le plus riche de tous les rois de la terre car il détient de grands biens et des réserves d'or qu'il a pu extraire depuis les temps anciens pour le profit des rois précédents et de lui-même. » Dans ce qui serait sa capitale, Koumbi-Salé, l'empereur, bien qu'étant de religion traditionnelle, avait réservé une cité contenant 12 mosquées pour les musulmans venant de plusieurs horizons, dont les marchands noirs sahéliens, les fameux djoulas d'origine mandingue et soninké. À l'intérieur de l'empire se trouvait aussi un autre royaume, le Tekrour, dirigé par un roi soninké s'appelant Ouardjabi, dont les cités étaient peuplées de mandingues, soninké, les Peuls, Sanhaja et une minorité de Sahara, le Débou. Cet ensemble de peuples est appelé Tekrourien. Le Tekrour était connu pour être le premier État musulman de l'Afrique de l'Ouest, à tel point que dans les pays arabes du Moyen-Orient, ils vont appeler tout noir musulman Al-Takrouri. Le royaume Mali, appelé Mandane, situé un peu plus au sud, ne faisait pas partie de l'empire du Ghana et n'était pas encore à ce moment-là le grand empire qu'on allait connaître par la suite. On arrive à la fin du premier épisode, les prochains vont arriver très prochainement. Concernant les sources que j'ai utilisées, elles sont nombreuses. J'ai vraiment voulu faire un travail de fond car c'est un épisode de l'histoire très important pour le Sahel. On ne s'en rend pas compte, ça devrait même faire partie des livres d'histoire au Sénégal, au Mali, en Guinée et même les autres pays. Ils sont beaucoup à ne pas connaître l'histoire des Almoravides, même d'ailleurs les autres histoires. Je peux déjà vous recommander de lire l'histoire inattendue du Maroc de Mounia Hachim. Comme je vous l'avais cité dans la vidéo Marabout, pour ceux qui n'ont pas regardé les épisodes sur les marabouts, je vous recommande, puisque c'est indirectement lié aux Almoravides, le mot marabout vient des Almoravides. Dans les Almoravides, il n'y a pas de marabout. Ensuite, je vous recommande Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, le tome 3, les travaux de l'historien Abdel Vedoun Ulchek, The Conquest That Never Was de David Conrad, l'ancien Ghana et Mali de Nema Lepsion. J'essaierai de faire une liste de bibliographies que je mettrai dans la barre de description. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de mettre un like et de partager et je vous dis à très vite.